Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, réforme au niveau de la direction générale du casier judiciaire central en Guinée. C'est pour rendre plus performant et sécurisé à travers la numérisation de l'outil. L'occasion pour le ministre de la Justice de sillonner quelques structures relevant de sa juridiction. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur le chantier de l'hôpital régional de Kindia. Elle est allée voir comment évoluent les travaux sur ce site. Le taux d'exécution est estimé à 40%. À grand format de ce soir, nous irons à région forestière à la rencontre de Kolou Kouevogi. Elle fait ses preuves dans le tissage traditionnel forestier entre passion du métier et difficultés. Son histoire touche des cœurs. À suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information que nous ouvrons par ce communiqué de la présidence de la République. Participation du président de la République au 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, République fédérale démocratique d'Éthiopie. Dans un esprit panafricain, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, quittera Conakry ce 13 février 2026 pour participer au 39e sommet de l'Union africaine qui se tiendra les 14 et 15 février 2026 à Addis Abeba, République fédérale démocratique d'Éthiopie. Sont conviés à prendre part au cérémonial de départ prévu à 11h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré les personnalités suivantes. Monsieur le Président du Conseil national de la transition CNT, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur du cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux de la police, de la douane et du corps des conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry le 13 février 2026, cabinet civil de la présidence de la République. Décret D 2026-0021 PRG SGG portant nomination au secrétariat généraux du gouvernement et des affaires religieuses. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique LO 2025-042 CNT du 27 décembre 2025, fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme. Vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique. Vu le décret D 2026-0005 PRG SGG du 26 janvier 2026 portant nomination de Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2026-0006 PRG SGG du 26 janvier 2026 portant structure du gouvernement. Décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés au secrétariat général du gouvernement et des affaires religieuses dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire générale adjointe du gouvernement, Madame Seregbe Keïta, précédemment chef de projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique. 2. Secrétaire général adjoint des affaires religieuses, Elhadj Ibrahima Ousmane Ba. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 12 février 2026, signé président Mamadi Doumbouya.
Cet autre décret D 2026-0022 PRG SGG portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, décrète. Titre 1. Disposition générale. Article 1er. Le présent décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la présidence de la République. Article 2. La présidence comporte des services et structures qui ont pour mission d'appuyer le président de la présidence dans l'exécution de ses attributions constitutionnelles en assurant notamment le fonctionnement régulier des institutions, des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Article 3. Les services de la présidence de la République comprennent un secrétariat général, un cabinet civil, un cabinet militaire, des organismes spécialisés, des services rattachés. Cette structure est complétée par l'aide de camp du président de la République. Titre 2. Le secrétariat général de la présidence de la République. Article 4. Placé sous l'autorité du président de la République, le secrétariat général de la présidence impulse et coordonne les activités des services de la présidence relevant de son autorité. Il est dirigé par un secrétaire général qui a rang de ministre et est nommé par décret. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République est l'ordonnateur délégué du budget de la présidence de la République. Section 1. Attribution du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Article 5. Le ministre secrétaire général de la présidence assure la coordination des décisions présidentielles avec les actions du gouvernement, des institutions républicaines et de l'ensemble de l'administration publique. Il assiste au Conseil interministériel et au Conseil des ministres. Le ministre secrétaire général assure la préparation des conseils des ministres en relation avec le ministre directeur du cabinet et le secrétaire général du gouvernement. Il assure la rédaction au terme de chaque conseil des ministres avec le secrétaire général du gouvernement d'un relevé de décision et d'un compte-rendu intégral des délibérations qui ne sont pas rendues publiques. Le ministre secrétaire général assiste le président de la République dans la formation des choix politiques et techniques correspondant à sa vision de la nation. Il assure le suivi des activités gouvernementales et parlementaires pour le président de la République. Le ministre secrétaire général assure la coordination entre la présidence et la primature. Il peut recevoir délégation de signature du président de la République sur des matières déterminées par celui-ci. Le ministre secrétaire général assure la préparation des correspondances du président de la République destinées aux institutions de la République, aux administrations et aux autorités étrangères. Il gère le courrier de la présidence et accomplit des missions particulières que le président de la République peut lui confier. Le ministre secrétaire général supervise les travaux des cellules techniques que le président de la République peut créer et dont les missions peuvent être la formulation des avis et recommandations politiques et techniques sur les choix stratégiques et toutes les questions que le président de la République voudra leur soumettre. Le suivi de l'implémentation des orientations du président de la République à travers des institutions publiques, la proposition de solutions et stratégies pour la réalisation des missions constitutionnelles du président de la République. Il assure les relations du président de la République avec les institutions de la République, les formations politiques, la société civile, les confessions religieuses. Le ministre secrétaire général a en outre pour mission de
établir les décrets et ordonnances soumis à la signature du président de la République et en assurer le suivi pour la publication au journal officiel de la République. Représenter le président de la République à la demande de celui-ci lors d'événements officiels. Section 2. Organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence. Article 6. Le secrétariat général de la présidence comprend des conseillers techniques, des chargés de mission, des attachés de cabinet, un secrétariat particulier, des services propres, des services rattachés. Article 7. Le secrétariat particulier, les conseillers techniques, les chargés de mission et les attachés de cabinet aident le ministre secrétaire général à accomplir les diverses missions à lui confiées. Les membres de ce personnel, excepté les conseillers techniques, sont nommés par arrêté du ministre secrétaire général de la présidence. Les conseillers techniques sont nommés par décret. Article 8. Le ministre secrétaire général dispose des services propres ci-après placés sous son autorité. La division des affaires financières, la division des ressources humaines, le secrétariat central. Article 9. La division des affaires financières, DAF, a pour mission de gérer les questions financières et budgétaires de la présidence, assurer la comptabilité publique de la présidence. Elle est dirigée par un chef de mission nommé par arrêté du ministre en charge du budget à la suite d'une sélection compétitive. Article 10. La division des ressources humaines DRH a pour mission de élaborer une politique de gestion du personnel et de développement des ressources humaines et en assurer l'implémentation à la présidence, concevoir et assurer le déploiement de l'assistance technique à la présidence. Elle est dirigée par un chef de division nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique à la suite d'une sélection compétitive. Article 11. Le secrétariat central, qui a rang de division de l'administration générale, est chargé de l'enregistrement, de la distribution et de l'expédition du courrier des services de la présidence. Le chef de la division secrétariat central et ses collaborateurs sont nommés par arrêté du ministre secrétaire général de la présidence. Article 12. Les services rattachés au ministre secrétaire général comprennent la Direction nationale des archives, la Direction des garages du gouvernement. Article 13. La Direction nationale des archives est dirigée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre secrétaire général de la présidence. Article 14. La Direction des garages du gouvernement a pour mission l'attribution, l'entretien et la réparation de la flotte de véhicules destinés au transport des délégations officielles de l'État ainsi qu'aux missions officielles effectuées à l'intérieur du pays. La gestion administrative de la dite flotte, l'utilisation, l'évaluation et la formation du personnel affecté au garage du gouvernement. La direction des garages du gouvernement est dirigée par un directeur secondé par un adjoint. Ils sont nommés par décret sur proposition du ministre secrétaire général de la présidence. Titre 3. Le cabinet civil du président de la République. Article 15. Placé sous l'autorité du président de la République, le cabinet civil impulse et coordonne les activités des services relevant de son autorité. Il est dirigé par un directeur de cabinet qui a rang de ministre et est nommé par décret. Le ministre directeur de cabinet assiste au conseil interministériel et au conseil des ministres et dispose d'un secrétariat particulier. Section 1. Mission du cabinet civil du président de la République. Article 16. Le cabinet civil du président de la République a notamment pour mission de préparer et organiser les déplacements du président de la République à l'intérieur du pays et à l'étranger. Assurer la communication de la couverture médiatique des activités du président de la République.
assurer l'information du président de la République, assurer le suivi de la mise en œuvre des projets et programmes du président de la République, représenter à sa demande le président de la République lors d'événements officiels, organiser les contrats personnels du président de la République en collaboration avec le secrétariat particulier du président de la République, superviser les activités de traduction du président de la République, assurer la gestion et la bonne maintenance en collaboration avec l'intendant des installations et équipements de la présidence, assurer toute autre mission à lui confiée par le président de la République. Section 2. Organisation et fonctionnement du cabinet civil du président de la République. Article 17. Le cabinet civil du président de la République pour accomplir ses missions comprend le directeur de cabinet, un conseiller principal, un conseiller spécial, un conseiller juridique, un conseiller diplomatique, des conseillers techniques, des chargés de mission, des attachés de cabinet, un secrétariat particulier, des services propres, des services rattachés. Article 18. Le secrétariat particulier, les conseillers techniques, les chargés de mission et les attachés de cabinet aident le ministre directeur de cabinet du président de la République à accomplir les diverses missions à lui confiées. Les membres de ce personnel, excepté les conseillers techniques, sont nommés par arrêté du ministre directeur de cabinet. Les conseillers techniques sont nommés par décret. Article 19. Les services propres du cabinet sont le service médical, le bureau de gestion du parc automobile de la présidence, la direction du protocole d'État, l'intendance générale de la présidence de la République, l'administration générale des palais, résidences, sites et pavillons présidentiels, palais des nations, palais du peuple, la cité des nations. Article 20. Le service médical est dirigé par un directeur, médecin-chef nommé par décret. Son organisation fait l'objet d'un arrêté du ministre directeur de cabinet. Article 21. Le service médical a pour mission de assurer une présence médicale constante autour du président de la République. Répondre aux besoins d'assistance médicale des travailleurs de la présidence lorsque ceux-ci sont en fonction. Assurer les soins médicaux de toute personne recommandée par le président de la République ou le ministre directeur de cabinet. Article 22. Le bureau de gestion du parc automobile de la présidence est dirigé par un chef de bureau qui a rang de chef de division de l'administration générale. Le chef de bureau est nommé par arrêté du ministre directeur de cabinet. Article 23. Le bureau de gestion du parc automobile de la présidence a pour mission l'attribution, l'entretien et la réparation des véhicules du parc automobile de la présidence, la gestion administrative des véhicules du dit parc, l'évaluation et la formation du personnel affecté au parc automobile de la présidence de la République. Article 24. La direction du protocole d'État est dirigée par un directeur du protocole d'État avec rang d'ambassadeur. Le directeur du protocole d'État est nommé par décret sur proposition du ministre directeur de cabinet après avis du ministre des Affaires étrangères. Il est assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que le directeur. Article 25. La direction du service du protocole d'État a pour mission de préparer et organiser les déplacements du président de la République et de son épouse à l'intérieur du pays et à l'étranger. Organiser en République de Guinée les visites des chefs d'État et des hautes personnalités invitées par le président de la République. Organiser les cérémonies de présentation des vœux, des remises de distinctions honorifiques et de remise des lettres de créance. Préparer les audiences du président de la République en collaboration avec le secrétariat particulier du président de la République. Organiser toute autre cérémonie et réceptions officielles auxquelles le président de la République prend part. Article 26.
L'intendance est dirigée par un intendant général nommé par décret. L'organisation et le fonctionnement de l'intendance sont déterminés par arrêté du ministre secrétaire général de la présidence sur proposition du ministre directeur de cabinet après approbation du président de la République. L'intendant général de la présidence a pour mission de assurer les services privés du président de la République, collaborer avec la direction du service du protocole d'État, gérer directement le service d'intendance des résidences et palais présidentiels ainsi que leurs dépendances. À ce titre, il est chargé de l'entretien des locaux et la gestion des installations et du mobilier des palais et résidences présidentielles, l'approvisionnement des palais et résidences présidentielles en produits et matériels de subsistance, l'organisation matérielle de toutes les réceptions à la présidence, la gestion du parc automobile dédié au président de la République et à sa famille. Article 27. L'administration du Palais des Nations, l'administration du Palais du Peuple et l'administration de la Cité des Nations sont confiées pour chacune de ces entités à un administrateur qui a rang de chef de division de l'administration générale. Elles fonctionnent sur la base des subventions accordées par la présidence. Elles ont l'obligation de verser les éventuelles recettes qu'elles généreraient dans un compte séquestre ouvert à cet effet à la Banque centrale de la République de Guinée. Les administrateurs des structures précipitées ainsi que leur personnel sont nommés par arrêté du ministre directeur de cabinet de la présidence. Leurs personnels contractuels sont recrutés à la suite d'une sélection compétitive par les administrateurs après avis du ministre directeur de cabinet de la présidence. Le ministère de la fonction publique est associé à l'organisation de ces sélections. Elles ont une autonomie fonctionnelle. L'organisation et le mode de fonctionnement de l'administration du Palais des Nations, de l'administration du Palais du Peuple et de l'administration de la Cité des Nations sont déterminés par arrêté du ministre directeur de cabinet de la présidence. Article 28. Les services rattachés du cabinet civil sont les services spéciaux du Bureau central des transmissions et le Bureau des chiffres, le Centre de documentation de la présidence, la Direction de la communication et de l'information, le Service national des bourses extérieures SNAB. Article 29. Les services spéciaux, le Bureau central des transmissions et le Bureau des chiffres sont dirigés chacun par un coordonnateur nommé par décret. Les services spéciaux, le Bureau central des transmissions et le Bureau des chiffres ont pour mission de récolter des informations et renseignements ayant trait à la sécurité du président de la République et à la sécurité nationale, décrypter des messages codés émis par des entités nationales et étrangères ayant trait à la sécurité du président de la République et à la sécurité nationale, analyser et faire la synthèse des informations et renseignements collectés, en rapporter l'ensemble exhaustif au président de la République et à qui il rende directement compte. Article 30. Le centre de documentation de la présidence est dirigé par un chef de service qui a rang de chef de division de l'administration générale nommé par arrêté du ministre directeur de cabinet. Le centre de documentation de la présidence a pour mission de rassembler, classer, conserver et faire circuler la documentation nécessaire à l'information des différents services de la présidence. Il est également chargé de gérer la bibliothèque de la présidence. Article 31. La direction de la communication et de l'information est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret sur proposition du ministre directeur de cabinet. La direction de la communication et de l'information a pour mission définir et mettre en œuvre les stratégies et les actions de communication de la présidence sur toute plateforme médiatique pertinente.
assurer l'information du président de la République, organiser et suivre la couverture médiatique des activités du président de la République, recueillir et analyser les informations pertinentes publiées dans les médias locaux, nationaux et internationaux, organiser et gérer les relations de la présidence avec la presse écrite et audiovisuelle nationale, ainsi qu'avec les correspondants étrangers basés en République de Guinée et les médias internationaux, rédiger les messages et les communiqués de la présidence, préparer les messages et les argumentaires pour les communications du porte-parole de la présidence. Article 32. Le service national des bourses extérieures SNAB est dirigé par un directeur nommé par décret. Le SNAB assure la gestion administrative des bourses extérieures et les relations avec les étudiants guinéens bénéficiaires de ces bourses. Section 3. Des conseillers rattachés directement au président de la République. Article 33. Le président de la République, en plus des conseillers techniques, nomme un conseiller spécial, un conseiller juridique, un conseiller diplomatique et des conseillers placés directement sous son autorité. Titre 4. Le cabinet militaire de la présidence de la République. Article 34. L'état-major particulier du président de la République constitue le cabinet militaire. Il est dirigé par un chef d'état-major particulier assisté d'un adjoint qui le remplace de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement. Il est également assisté de conseillers. Article 35. Le chef d'état-major particulier, son adjoint et les conseillers sont nommés par décret. Le chef d'état-major particulier et son adjoint sont choisis exclusivement parmi les officiers généraux et supérieurs en activité de l'armée et de la gendarmerie. Les conseillers sont choisis parmi les officiers en activité de l'armée et de la gendarmerie. Ils peuvent être choisis également parmi les fonctionnaires civils ou de police en activité ayant une compétence établie dans le domaine de la défense et de la sécurité. Article 36. Le ministre chargé de la Défense nationale et le ministre en charge de la sécurité mettent à la disposition du président de la République, à la demande de celui-ci, le personnel subalterne nécessaire au fonctionnement de l'état-major particulier. Article 37. L'état-major particulier du président de la République a pour mission de veiller à la sécurité du président de la République en relation avec les services concernés, préparer en relation avec le ministre directeur de cabinet les décisions du président de la République en matière de défense et les réunions du Conseil supérieur de défense nationale, assister le président de la République dans ses relations avec l'état-major général des armées et les services des différentes armées à travers le ministère de la Défense nationale, participer à l'organisation des honneurs militaires à rendre au président de la République et aux chefs d'État étrangers dans les différentes cérémonies, préparer les fiches techniques relatives aux questions de défense et de sécurité à l'attention du commandant en chef suprême des forces armées. Définir et veiller au protocole sécuritaire du président de la République, diriger et coordonner les unités organiques en charge de la sécurité présidentielle, donner des avis et conseils sur toute autre question à lui confier par le président de la République en matière de sécurité. Article 38. L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'état-major particulier sont fixées par décret. Article 39. Le cabinet militaire du président de la République comprend un chef d'état-major particulier du président de la République, un officier d'ordonnance, un commandant du groupement de sécurité de la présidence, un commandant de compagnie de protection physique et rapprochée, des conseillers techniques militaires, un médecin-chef, des attachés de cabinet. Titre 5. Les services et organismes spécialisés rattachés à la présidence de la République. Section 1. Les services et organismes directement rattachés au président. Article 40. Les services et organismes spécialisés de la présidence directement rattachés au président de la République sont
la Chancellerie des ordres nationaux, la Banque centrale de la République de Guinée, l'Inspection générale d'État, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, la Société guinéenne du patrimoine minier, la Société nationale des pétroles, l'Autorité de régulation des marchés publics, le Comité national de pilotage de la réforme du secteur et de la sécurité, la Loterie nationale de Guinée, l'Autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées. Ces services et organismes spécialisés sont régis par des textes spécifiques. Section 2. Les services et organismes placés sous l'autorité du président de la République et rattachés par délégation au secrétariat général de la présidence. Article 41. Les services et organismes placés sous l'autorité du président de la République et rattachés au secrétariat général de la présidence sont l'administration et contrôle des grands projets, la direction du patrimoine bâti public, l'agence judiciaire de l'État, le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, l'autorité de régulation des secteurs de l'eau et de l'électricité, l'agence de services civiques et d'action pour le développement, la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière de Guinée. Ces services et organismes spécialisés sont régis par des textes spécifiques. Section 3. Les services et organismes placés sous l'autorité du président de la République et rattachés par délégation au cabinet de la présidence. Article 42. Les services et organismes placés sous l'autorité du président de la République et rattachés par délégation au cabinet de la présidence sont l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, l'Agence guinéenne de développement, Guinean Development Board, l'unité d'exécution du programme Simandou 2040, Delivery Unit Simandou 2040. Article 6. Disposition finale. Article 43. Les avantages accordés aux travailleurs de la présidence sont fixés par arrêté du ministre secrétaire général de la présidence après accord du président de la République. Article 44. Les cadres occupant les hautes fonctions à la présidence de la République prennent rang dans l'ordre protocolaire ci-après. 1. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République. 2. Le ministre directeur du cabinet de la présidence de la République. 3. Les conseillers du président de la République. 4. Le chef d'état-major particulier du président de la République. 5. Les conseillers techniques. 6. Les chefs d'organismes spécialisés. 7. Les chefs de service. 8. Les chargés de mission. 9. Les assistants techniques. 10. Les attachés de cabinet. Article 45. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret D 2021-0059 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2021, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 12 février 2026, président Mamadi Doumbouya. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé ce jeudi à Conakry à l'ouverture des journées annuelles du Club des dirigeants de banques et établissements financiers en Afrique. L'édition 2026 est placée sous le thème « Le financement de l'économie africaine, intelligence artificielle et réglementation au service de l'efficacité bancaire ». Hadi Kamara, reportage. C'est ici à Conakry que se tient la 37e édition des journées annuelles du Club des dirigeants de banques et établissements financiers en Afrique, au cœur des débats, un thème ambitieux et d'actualité. Le financement de l'économie africaine, intelligence artificielle et la réglementation au service de l'efficacité bancaire. C'est un enjeu à la fois technique, politique, économique et profondément humain.
Les banques africaines ont une responsabilité majeure, celle d'être non seulement des intermédiaires financiers, mais de véritables acteurs du développement économique. L'intelligence artificielle apparaît aujourd'hui comme un levier stratégique pour améliorer l'efficacité bancaire, optimiser la gestion des risques et élargir l'accès au crédit. Toutefois, cette transformation ne peut être pleinement bénéfique que si elle s'inscrit dans des cadres réglementaires solides, garants de la stabilité, de la transparence et de la confiance. Le secteur financier est un pilier stratégique. Il ouvre toujours de nouvelles séquences de développement. L'efficacité des banques ne se mesure pas seulement à la vitesse des transactions, mais à la capacité de nos systèmes à inclure, à protéger et à financer le réel. Le réel, c'est le développement. Près de 45% de nos concitoyens demeurent au seuil du système bancaire. Étant donné que c'est la réflexion qui doit précéder les décisions et les actions, nous allons œuvrer avec le système bancaire et financier guinéen afin de proposer des solutions idoines au gouvernement guinéen et à l'État de Guinée pour que la démocratisation du système bancaire permette une inclusion plus renforcée de la population afin que le financement soit accessible à tous. Le Premier ministre chef du gouvernement rappelle ici la noblesse du thème choisi. Pour lui, il touche au cœur du pacte entre la finance et le développement. Nous voulons une économie diversifiée. Nous ne pouvons plus nous satisfaire de ce qui existait il y a 20 ans, 30 ans, où c'est simplement les besoins, disons, du financement courant des besoins de l'administration qui étaient la préoccupation essentielle. Aujourd'hui, nous devons investir dans les infrastructures, investir dans la connectivité, investir dans le développement du capital humain, en d'autres termes, investir de manière globale pour que le pays puisse s'adosser sur des fondamentaux permettant une économie en émergence de prospérité et de manière durable. Nous devons changer, nous devons réformer, nous devons prendre en compte les besoins d'acteurs majeurs au niveau de la population qui désertent le circuit formel au profit de l'informel. Notre pratique bancaire doit évoluer. La forte croissance de l'économie guinéenne a amené très rapidement à ce qu'on se retrouve avec un besoin de cash tel que le système bancaire en était affecté. Et nous allons continuer encore avec beaucoup plus de vigueur à mettre le processus de telle manière que le cash ne soit plus le moyen de paiement le plus utilisé, mais simplement un faible pourcentage pour permettre que les acteurs économiques puissent évoluer dans un meilleur contexte. À cet effet, nous avons besoin du concours des banques. Nous avons besoin que les banques, elles aussi, accompagnent ce processus. C'est un discours qui trouve une traduction concrète dans les stratégies des établissements bancaires de l'Afrique. Donc, les travaux de la 37e édition vont marquer un nouveau paradigme bancaire africain et les partenariats esquissés dessineront des banques africaines de demain. Retour sur ce communiqué de la présidence de la République. Participation du président de la République au 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, République fédérale démocratique d'Éthiopie. Dans un esprit panafricain, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, quittera Conakry ce 13 février 2026 pour participer au 39e sommet de l'Union africaine qui se tiendra les 14 et 15 février 2026 à
Addis Abeba, République fédérale démocratique d'Éthiopie. Sont conviés à prendre part au cérémonial de départ prévu à 11h à l'aéroport Ahmed Sékou Touré les personnalités suivantes. Monsieur le Président du Conseil national de la transition CNT, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur du cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux de la police, de la douane et du corps des conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry le 12 février 2026, cabinet civil de la présidence de la République. Le Premier ministre Amadou Ouriba a aussi accueilli ce jeudi le jeune marcheur malien Souleymane Kounaté, parti de Bamako le 11 janvier dernier. Celui-ci a rallié Conakry ce 12 février après avoir parcouru près de 990 km à pied, un défi personnel qu'il s'était fixé en cas de victoire du président Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle. Je vous propose de le suivre au micro de Ousmane Bangoura. Après les élections du 28 décembre et que le président Mamadi a été élu, j'ai décidé personnellement de marcher. Partout où j'ai passé, mon cahier a été approuvé par les autorités locales. J'ai commencé ma marche le 11 janvier. De la manière dont j'ai été accueilli un peu partout en Guinée, surtout à Conakry ici, réceptionné par le Premier ministre chef du gouvernement, ça me va droit au cœur. Je remercie beaucoup le Premier ministre, je remercie le Président de la République. J'invite tout le monde à accompagner le Président Mamadi Doumbouya. Même si je mourrais en cours de route, j'allais mourir avec satisfaction et fierté. À la maison centrale de Conakry, une fouille inopinée menée le 10 février dernier a révélé l'existence d'un système clandestin insoupçonné, drogue, téléphone, armes blanches, argent liquide, autant d'éléments laissant apparaître une organisation structurée opérant depuis l'intérieur même de l'établissement pénitentiaire. L'opération a déclenché interpellation, transfert et riposte judiciaire. Fatmata Kourouma, David Silla. Sur instruction du parquet général de Conakry, une fouille inopinée menée le mardi 10 février 2026 à la maison centrale de Conakry a permis la découverte d'un important réseau d'objets prohibés à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Les forces de défense et de sécurité ont saisi du chanvre indien, du crack, du tramadol, du Valium, plusieurs téléphones portables, des armes blanches, ainsi que de sommes d'argent en espèces. Selon les premières investigations, certains détenus coordonnent depuis leurs cellules diverses activités criminelles à l'extérieur, notamment des arnaques via de faux comptes sur les réseaux sociaux, des faits de harcèlement, des vols d'identité, du trafic de drogue et d'autres actions organisées en réseau. Par ailleurs, le sergent-chef garde pénitentiaire en service a été interpellé par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN. Il a été surpris en possession d'un sac contenant une somme importante d'argent, des substances psychotropes, notamment du chanvre indien et du crack, ainsi que plusieurs téléphones portables et divers objets prohibés. On a pris ça avec toi, donc. On a pris avec toi ou pas? Pardonnez-moi, pardon. À cet effet, le haut commandement de la gendarmerie nationale, à travers la direction centrale des investigations judiciaires, a présenté le prévenu ce mercredi 11 février 2026. Les premiers éléments de l'enquête mettent en lumière une complicité de certains agents pénitentiaires. C'est notre complicité des gardes. Les investigations se poursuivent afin d'identifier l'ensemble des ramifications internes comme externes. Au-delà des interpellations déjà effectuées,
c'est toute la chaîne de responsabilité qui est désormais passée au crible. Pour les autorités, l'objectif est clair, assainir durablement le milieu carcéral, restaurer la crédibilité de l'administration pénitentiaire et garantir que les établissements de détention ne puissent plus servir de base arrière à des activités criminelles, mais plutôt la facilitation d'une réinsertion sociale des détenus. Les autorités restent fermes sur la poursuite de ces opérations dans tous les centres pénitentiaires du pays afin de garantir la sécurité de la population. Justice, réforme au niveau de la direction générale du casier judiciaire central en Guinée. La démarche vise à rendre fiable et sécurisé à travers la numérisation de l'outil. À la rencontre de Kindia, il a été question de rendre plus performant le service au bénéfice des citoyens. Dans la ville des Agrumes, le ministre de la Justice a également sillonné quelques structures relevant de sa juridiction. Tierno Younoussaba. Le casier judiciaire est un outil qui rappelle le passé d'un individu. Le document est délivré par la direction générale du casier judiciaire central qui a besoin de se qualifier davantage. Ainsi, des réformes initiées au sein de la structure entendent garantir la sécurité juridique et judiciaire afin de conquérir la confiance des justiciables. La direction générale du casier judiciaire central joue un rôle essentiel, stratégique dans ce processus. Elle contribue directement à la sécurité juridique, à la crédibilité de l'État et à la confiance des citoyens en l'administration de la justice. À ce titre, son organisation et son fonctionnement doivent répondre aux standards les plus élevés de professionnalisme, de transparence et d'efficacité. Les échanges portent sur le fonctionnement des établissements publics et PA et au manuel de procédure relatif à l'exécution des budgets. Cette démarche vise à assurer la transparence de la gestion des ressources, un renforcement des compétences du personnel qui entend répondre aux services publics. La direction générale du casier judiciaire central est engagée dans une dynamique de réforme et de transformation profonde. Le passage au statut d'établissement public administratif constitue une avancée majeure qui ouvre de nouvelles perspectives en matière d'autonomie de gestion, de performance et de responsabilisation. À Kindia, le calendrier du garde des Sceaux est chargé. Ibrahima Sory II Tunkara veut aller vite. Au tribunal, il plaide en faveur de la diligence des affaires. À la prison, il a émis le souhait de contribuer à l'amélioration des conditions carcérales avant de continuer son périple sur le palais de justice en chantier depuis des années. À toutes ces étapes, il promet une réponse adéquate. Le président de la République est un visionnaire. Il veut de grandes choses pour ce pays. Il veut la modernisation de l'administration. Et cela passe par des établissements pénitentiaires dignes de nom. Donc, c'est pourquoi dans les jours qui vont venir, on va s'atteler à tout ça. Donc, nous, on n'a plus droit à l'erreur. C'est pourquoi, dès maintenant, on a retroussé les manches pour venir sur le terrain, faire le constat et voilà, revenir à qui de droit pour pouvoir mettre en œuvre notre feuille de route qui contient nos différentes missions. Partout, le garde des Sceaux a exprimé la volonté de travailler au service de la justice. Pour y arriver, il sollicite la synergie d'action en vue d'obtenir des résultats au bénéfice du service public de la justice. Cap sur Banjul, la capitale gambienne, c'est parti pour la 6e session ordinaire du conseil d'administration de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. 12 États membres prennent part à cette rencontre stratégique autour des enjeux majeurs de modernisation du secteur postal. C'est le directeur général de la Poste qui se trouve à la tête de la délégation guinéenne. Envoyé spécial, Marie-Angélique Bangoa. Du 9 au 12 février, Banjul, la capitale gambienne, a abrité la 6e session de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO. Durant 3 jours,
opérateurs postaux et régulateurs de la sous-région ont échangé autour d'un même objectif, celui de renforcer la coopération et moderniser le service postal face aux défis du numérique. La Guinée a activement participé à cette session ordinaire du conseil d'administration, d'autant plus stratégique qu'elle marque la fin du mandat de l'actuel secrétaire exécutif et l'ouverture d'un nouveau processus de candidature au sein de la CPAO. À l'expiration du délai imparti pour le dépôt des candidatures, 3 dossiers ont été reçus et dûment enregistrés par le secrétariat exécutif, puis transmis au président du conseil d'administration pour suite à donner. Il s'agit des candidatures présentées par le Burkina Faso, la République de Guinée et la République fédérale du Nigeria. À l'issue des travaux de la dite commission et au terme d'un examen approfondi des dossiers au regard des critères établis, une seule candidature a été déclarée recevable, à savoir celle présentée par la République de Guinée. En marge des travaux, le ministre gambien des Télécommunications et de l'Économie numérique, Lamine Diaby, a reçu la délégation guinéenne composée du directeur général de la Poste guinéenne, Safa Tunkara, le directeur national des Postes, Lansine Jo Condé. Une rencontre diplomatique marquée par la sollicitation du soutien de la Gambie à la candidature de la Guinée au poste de secrétaire exécutif de la CPAO pour les 4 prochaines années. We have more than a close relationship. Au regard du lien d'amitié et de fraternité de nos deux pays et la bonne collaboration de nos deux chefs d'État, mais également l'engagement de la Guinée, nous confirmons notre soutien à la candidature de la République de Guinée, qui est d'ailleurs bien positionnée. La Guinée est représentée par une forte délégation avec notre candidat pour venir défendre la politique postale de la République de Guinée, mais aussi au nom du ministre Mourana Souma, s'assurer que notre candidat a toutes les chances de son côté. Et c'est dans ce cadre que nous avons rencontré son homologue de la Gambie, en la personne de M. Lamine Diaby, qui a exprimé ouvertement et avec beaucoup de conviction le soutien envers la République de Guinée et de son candidat pour nous accompagner pour le mandat ou le cycle prochain pour le poste de secrétaire exécutif de la CPAO. À Banjul, la CPAO réaffirme son engagement à moderniser le secteur postal sous-régional. La Guinée, quant à elle, attendue à la 3e session ordinaire du Conseil des ministres, se positionne déjà comme un acteur déterminé à poser des jalons concrets et à insuffler une nouvelle dynamique à la CPAO. On reste dans la capitale gambienne Banjul qui accueille la 8e session du congrès de l'AIPS Afrique. 4 jours ont permis à la capitale gambienne d'être le carrefour du journalisme sportif africain. Médias numériques, intelligence artificielle et éthique professionnelle sont au cœur des échanges. Kadiatou Travaillé, envoyé spécial. Banjul, la capitale gambienne, a abrité le 8e congrès de l'Association de la presse sportive africaine du 6 au 9 février dernier au centre de conférence Sir Daouda Kairaba Diawara. Pendant 4 jours, journalistes, dirigeants sportifs et décideurs venus de toute l'Afrique ont échangé sur l'avenir du métier. Des panels, ateliers pratiques et sessions de formation ont meublé les travaux. Le journalisme sportif doit se repenser, le journalisme sportif doit s'interroger, le journalisme sportif doit se mettre dans la dynamique de son nouvel environnement pour pouvoir évoluer au risque d'être désuet et de passer à côté et puis demain de voir surgir d'autres professions qui risqueraient de battre en brèche le journalisme sportif. Cette année, le thème choisi est médias numériques, intelligence artificielle et journalisme éthique en Afrique. La démarche est d'amener la presse sportive africaine à s'adapter aux nouvelles technologies tout en protégeant la crédibilité de l'information. Je crois que quand même c'était très instructif, c'était très intéressant parce qu'on a mis des journalistes pour parler de notre profession, c'est important. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé l'antidote contre les fake news et voilà qu'arrive l'intelligence artificielle. Ça, on en a parlé, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons un métier où il faut toujours se remettre en cause. Ce n'est pas parce que je suis sorti d'une très grande université qui est le plus important. Même l'expérience de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous avez toujours besoin de vous remettre en cause. L'Afrique aussi, c'est un continent jeune, il faut former davantage de jeunes. Pour l'AIPS Afrique, l'avenir du sport africain passe aussi par une presse forte, crédible et moderne. À travers cette rencontre de Banjul, les participants espèrent repartir avec des outils concrets pour mieux informer et raconter le sport africain à l'heure du numérique.
Dans le cadre du Mining Indaba, la CGP a fait une immersion ce jeudi au sein du groupe Zutari afin de promouvoir le programme Simandou 2040. Cette rencontre stratégique vise à explorer les opportunités de collaboration technique avec Zutari, acteur international de référence en ingénierie et infrastructure. Compte rendu Omar Barish, Fernand Goum. En marge du forum Investing in African Mining Indaba, l'administrateur général de la CGP, Ibrahima Abe Diallo, accompagné de son équipe, a effectué une visite d'immersion au sein du plateau technique de la société Zutari. Entreprise d'ingénierie et de conseil multidisciplinaire de référence, Zutari est spécialisée dans le développement d'infrastructures durables et centrées sur l'humain. Elle intervient notamment dans les secteurs de l'eau, du transport, de l'énergie, des ressources minières et de l'environnement bâti. Cette rencontre stratégique avait pour objectif de présenter le programme Simandou 2040 et ses 5 piliers structurants. À travers cette démarche, la CGP entend ouvrir la voie à une collaboration technique avec Zutari en vue d'accompagner la mise en œuvre des projets d'infrastructures durables en Guinée. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision volontariste de son Excellence, Monsieur le Président de la République Mamadi Doumbouya, pour une Guinée émergente, moderne et interconnectée. Profitant de cette visite guidée, Ibrahima Abe Diallo a également présenté les missions de la CGP ainsi que les projets actuellement en cours d'exécution sous son portefeuille. Il a particulièrement insisté sur l'importance du réseautage et du développement de partenariats techniques et stratégiques solides. Selon lui, l'atteinte des objectifs fixés et la réussite des projets structurants passent nécessairement par la mobilisation d'expertise de haut niveau et par la coopération avec des acteurs expérimentés. Une équipe de jeunes cadres est d'ailleurs en immersion depuis quelques semaines chez Zutari afin d'analyser les outils et les standards du plateau technique de cette société dans le but d'en tirer parti pour la mise en place du plateau technique de la CGP en République de Guinée. Avec notre partenaire Zutari, c'est une histoire qui a commencé il y a à peu près 1 an dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Il nous a été demandé dans la composante 3, le pilier 3, infrastructure, technologie, d'initier aujourd'hui des études sur les autoroutes de la Guinée et les nouvelles corniches de la Guinée. Il nous a été demandé de rêver la Guinée de demain. Et dans ce cadre-là, nous avons noué un partenariat avec ECPCS pour nous accompagner à structurer les projets des corridors sud, des corridors nord, des nouvelles corniches nord et sud de Conakry. Donc un total ensemble de plus de 2000 km d'infrastructures de transport. Donc dans ce cadre-là, nous avons aussi inclut la composante Simandou Academy. Quand je parle de Simandou Academy, je parle du processus de transfert de compétences. Quand vous mettez en œuvre des projets de 2000 km d'autoroute qui est du jamais vu en Guinée, il est aussi important de s'assurer que dans ce process, qu'on puisse tirer les compétences locales, qu'on puisse renforcer nos capacités. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est venu aujourd'hui pour faire le point avec nos équipes qui sont en immersion ici. Parce que la nouveauté dans le pilotage de ces projets, c'est que nos équipes font partie intégrante. Avant, on confiait ces projets aux consultants, aux cabinets internationaux, à eux seuls. Maintenant, ce qu'on dit, on change de paradigme. Dans les équipes qui font ces études de ces cabinets de renommée internationale, nous insérons nos équipes avec ces consultants. Ils travaillent ensemble, ils font le design ensemble, ils mettent les solutions en œuvre ensemble. Cela a 2 impacts. Le premier impact, c'est que dans un moyen terme, on pourra aussi, en Guinée, faire ces études de bout en bout. Le deuxième impact, c'est qu'on bâtit aussi une capacité locale. Et quand on parle de capacité locale, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de renforcer notre ingénierie qui va nous permettre de mener des études et de mettre en œuvre des projets dans le respect strict de la triptyque coût, qualité et délai, conformément à la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya. Nous attendons à ce que ces équipes qui sont venues soient en mesure de pouvoir reproduire le même modèle, voire l'améliorer et pouvoir produire une ingénierie locale de qualité. De leur côté, les responsables de Zutari ont exprimé leur intérêt pour l'établissement d'un partenariat concret avec la CGP et se disent disposés à mettre leur savoir-faire au service des ambitions portées par le programme Simandou 2040
notamment dans le domaine des infrastructures durables. Il y a un certain nombre d'études importantes que la CGP a confiées au groupement CPCS Zoutari qui concernent des études. Mais dans cet objectif de faire des études, il y a aussi un objectif de renforcement des capacités des cadres de la CGP. Et nous avions défini cette immersion-là pour accompagner les agents de la CGP à acquérir un certain nombre de compétences. Et pour cela, il y avait un certain nombre d'actions. Travailler déjà ensemble dans le cadre de ces études-là pour qu'ils soient associés pleinement à ce qui doit être effectué, pour qu'ils s'approprient les outils, les méthodes et la façon de travailler pour réaliser par eux-mêmes plus tard ces études-là. Le deuxième outil pour parvenir à cet objectif, c'est les envoyer en immersion et les intégrer dans une équipe projet pour qu'ils voient au quotidien comment ça se fait pour atteindre les standards internationaux pour ce type de projet. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils sont partis 2 semaines dans une immersion complète dans un plateau technique en Afrique du Sud. Au-delà de cette immersion, chez Zoutari, la mission guinéenne à l'Investing in African Mining Indaba a été marquée par une série de rencontres stratégiques avec des partenaires de premier plan. Ces échanges de haut niveau ont permis de renforcer la visibilité du programme Simandou 2040, de consolider des relations institutionnelles et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération technique et financière pour une transformation structurelle de la Guinée. Dans l'actualité également, le patronat et le mouvement syndical sont des partenaires privilégiés dans le but de maintenir un climat social apaisé et propice à la productivité et à la création. Ces 2 partenaires sociaux ont été reçus par le ministre Mori Kondé. C'est dans le cadre de la série de prises de contact initiée avec les services relevant de son nouveau département. Des précisions avec Fodé Alpha Kamara. Depuis sa nomination à la tête du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, les visites de terrain et les prises de contact avec les différentes structures de département s'enchaînent pour le ministre Mori Kondé. À la Confédération générale des entreprises de Guinée, CGEGI, sa rencontre avec le patronat a été l'occasion d'examiner les priorités et de débattre des principales préoccupations de la Confédération, notamment les questions centrales liées à l'employabilité et à la dynamisation du secteur privé, principal pourvoyeur d'emploi. Nous avons discuté avec la CGEGI de l'ensemble des problèmes et des difficultés qu'ils ont dans le secteur où le gouvernement devait faire des interventions afin d'améliorer non seulement leur travail, et en améliorant leur travail, cela va sans dire obligatoirement de maximiser la création des emplois, mais également la création d'un travail décent. Nous avons rassuré le bureau exécutif de la Confédération générale des entreprises de Guinée de toute notre volonté en tant que ministère de tutelle d'instaurer des rencontres périodiques mensuelles ou trimestrielles pour adresser toutes les questions qui assaillent le secteur au bénéfice de l'ensemble du peuple de Guinée. Et nous, patronat, nous sommes créateurs d'emplois et de richesses. Et si nous avons des difficultés, nous devons commencer par le ministre du Travail pour en discuter. Et nous avons été satisfaits par rapport à tous les engagements, à toutes les dispositions prises déjà avant notre rencontre. Même dynamique avec les représentants des structures sociales et des organisations des travailleurs. Le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de maintenir un dialogue constructif et permanent. La création de ce ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale répond à un appel lancé par le monde syndical, à savoir le regroupement de toutes les structures du travail dans un même département. Et nous avons profité pour féliciter l'ensemble des centrales syndicales pour l'esprit de collaboration et de travail qui a toujours caractérisé leur façon de faire depuis quelques années vis-à-vis de ce gouvernement. Et nous avons appelé à continuer dans ce élan. Dans les prochains jours, un cadre formel de concertation sera mis en place. Il impliquera l'ensemble des parties prenantes du département et aboutira à la tenue d'une rentrée sociale regroupant tous les acteurs du monde social. Pour sa deuxième visite de terrain après la centrale de Kaloum, le ministre de l'Énergie a choisi le barrage hydroélectrique d'Amaria en construction sur le fleuve Badi à Dubrika. Alaï Sékou Kamara, à la tête d'une forte délégation de son département, était allé constater de visu l'évolution des travaux de ce chantier lancé en 2018. Reportage de Nabi Kamara.
Le barrage hydroélectrique d'Amaria est un ouvrage de 300 MW en construction sur le fleuve Concouré après Garafiri, Soapiti et Kaleta. Ces travaux, exécutés par une entreprise chinoise communément appelée TBA, ont commencé en 2018 sous l'égide du ministère de l'Énergie. Aujourd'hui, on tend vers presque 60% de réalisation. Les installations ont déjà commencé, les installations des hydromécaniques, électriques. Donc on va livrer le premier groupe en août 2027, le deuxième en octobre 2027 et le troisième groupe vient en décembre. Et ça serait la clôture du projet. Dans le cadre de ce projet, nous essayons d'accompagner le ministère afin de savoir effectivement est-ce que les travaux se déroulent dans les règles de l'art avec le respect des exigences du maître d'ouvrage. Donc pour le moment, nous sommes satisfaits de ce qui s'est fait sur le terrain. De l'autre côté, nous essayons aussi de voir est-ce que la population qui a été impactée, est-ce qu'ils sont relocalisés dans les meilleures conditions. Pour le moment, il n'y a pas de problème. On est vraiment satisfait de ce qui s'est fait sur le terrain. Quelques jours seulement après sa prise de fonction, le nouveau ministre de l'Énergie a décidé d'aller voir le niveau d'exécution des travaux d'aménagement de ce grand projet de son département. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir un projet que j'ai commencé, des études jusqu'à la signature de tous les contrats, jusqu'au démarrage de ce projet-là. C'est un barrage important pour le système électrique de la Guinée. Sa contribution va être de 300 MW. Amaria, c'est le plus grand qu'on pourrait développer après Soapiti. Donc c'est important qu'on vienne la visiter parce que sa contribution va être de taille. L'espoir est donc permis quant à l'électrification presque totale de l'ensemble du territoire national après le barrage hydroélectrique d'Amaria, là-bas dans la préfecture de Dubreka. Et je vous l'annonçais dans les titres, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué une visite sur le chantier de l'hôpital régional de Kindia en construction. Araïti Sall est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de cet établissement hospitalier. Sur place, on parle d'un taux d'exécution de 40%. Tiano Maroufba sur les pas de la ministre. Pour sa première immersion à l'intérieur du pays, la ministre de la Santé pose ses valises dans la ville de Kindia. Après une visite de courtoisie à la notabilité, Keïté Sall s'est rendu sur le chantier de l'hôpital régional en construction. Sur ce site, les ouvriers s'activent dans la réalisation de ce projet présidentiel. Déjà, l'infrastructure prend forme. Cette visite de la chef de département de la santé s'inscrit dans une dynamique de toucher du doigt l'état d'avancement des infrastructures sanitaires en cours de réalisation dans l'arrière-pays. Le niveau d'avancement du projet est environ de 40%, c'est-à-dire que la structure est terminée à 40%, les études sont terminées à 95%, et toute la partie corps d'état technique et corps d'état architecturaux, les études sont en cours et bien avancées. Parler des techniciens. Et la traumatologie est l'une des pathologies qui fatigue plus la zone de Kindia en raison du fait que nous avons suffisamment de zones accidentogènes ici et nous avons tout le temps des accidentés. Et voir cet hôpital poussé à cet état qui va se spécialiser dans ce domaine, je pense que ça ne pourrait constituer qu'un ouf de soulagement. Les travaux de cet hôpital régional sont entièrement financés par le budget national. La réalisation de cette infrastructure sanitaire est confiée au groupement français EFAGE. À travers cet entretien, tous les contours du projet sont expliqués à la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Une grande satisfaction en tant que représentant de l'OMS de voir que le pays avance très bien en fonction de ce qui est prévu, la santé étant le 5e pilier du grand projet, méga projet Simandou, et que la santé est une des priorités du pays. Cet hôpital d'une capacité de 200 lits va venir réduire les évacuations sanitaires sur Conakry de façon drastique, mais aussi offrir à nos compatriotes de la région de Kindia et avoisinants un accès équitable à des soins de santé de qualité conformément à la vision du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, et du Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, qui font de la santé une priorité nationale.
La construction du centre hospitalier régional de Kindia s'inscrit dans une vision du président de la République de rapprocher les services de santé modernes des populations à la base. Et pour terminer, dans un monde dominé par les hommes, Okolu Kouevogi marque ses repères dans le tissage traditionnel forestier. Autour d'elle, une association de femmes issues de plusieurs corps de métier. Et ce soir, je vous amène à la découverte de cette icône de l'émancipation de la couche féminine dans la capitale de la région forestière Zérékoré. Le reportage grand format est signé de notre équipe basée sur place. Lancé Kamisoko, Mohamed Salioupaye, Mohamed Lamine Diallo. Au quartier Gonia 3 dans la commune urbaine de Zérékoré évolue l'association des femmes artisanes de la Guinée forestière. Basée notamment sur le tissage traditionnel forestier, la fondatrice Okolu Kouevogi, enseignante de son état, a décidé d'élargir son éventail d'activités à d'autres corps de métier, histoire de booster l'émancipation des femmes. Comme l'habit là, quand on tisse, si on ne coupe pas, ça ne devient pas habit. C'est pourquoi j'ai associé les tailleurs. Il y a des tailleurs qui cousent simple, il y a des tailleurs qui brodent aussi. Et quand maintenant on coud tel que j'ai fait ça là, ça c'est déjà tout fini. Donc, celui qui vient n'a plus de problème. Quand il achète seulement, il va porter. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai associé plusieurs métiers, les tailleurs. Même il y a les gens qui font le maraîchage, il y a la saponification. Devenu le porte-flambeau de l'accoutrement traditionnel forestier, les marques de Okolu attisent de plus en plus de convoitises dans les cérémonies coutumières. Dans les mariages, même l'habit là, c'est pour les mariés. C'est eux qui ont commandé ça là. Ils ont vu sur le net, ils m'ont envoyé la photo, ils me disent de faire et c'est ce qu'ils veulent porter lors de leur mariage. Donc aujourd'hui en forêt, tous ceux qui veulent se marier, ils viennent acheter chez moi. Et les vieux, les sages, lors de leur rencontre, c'est les habits pareils là qu'ils portent. Bien sûr, avant, c'est les hommes seulement qui tissaient. Mais aujourd'hui, quand ils apprennent qu'il y a une femme à Zérékoré qui fait ça, ils sont d'abord curieux de venir savoir c'est quelle femme. Déterminée à léguer son savoir à la jeune génération, la présidente de l'association des femmes artisanes de la Guinée forestière peut compter sur des relèves comme Lopou Guinavogi, diplômée en linguistique, qui commence elle aussi à faire ses marques. Je suis diplômée en linguistique, mais on nous a toujours appris qu'il ne faut pas se focaliser que sur ce qu'on peut avoir à l'école. En dehors de l'école, on apprend toutes sortes de métiers, principalement le métier de tissage. Il y a un bon moment qu'elle a appris, elle est venue, elle nous a fait apprendre. Aujourd'hui, moi-même, je fabrique ça, je donne aux gens pour qu'ils s'habillent. Et je compte bien faire en sorte que ça ne disparaisse pas. Évoluant dans sa cour familiale depuis ses débuts, Okolu et ses membres espèrent acquérir un domaine public où elles pourraient faire prospérer leurs activités. Si je suis dans un lieu où c'est accessible, je peux construire beaucoup de hangars. Quand les gens viennent, ils ont la possibilité de me voir. Vraiment, ça va me plaire. Donc, je demande au gouvernement de m'aider, de me trouver un local où je peux évoluer. Cette belle histoire qui a commencé en 2017 va aujourd'hui au-delà de la tradition forestière. Grâce à des programmes de formation initiés par le ministère de la Culture, Okolu Kouevogi est à ce jour spécialiste en tissage burkinabé, ce qui fait d'elle l'une des femmes les plus résilientes œuvrant pour la perpétuité de la tradition ancestrale. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.